Une femme emprisonnée contre son gré, une princesse trahie par les siens. Un épisode passé sous silence par l'histoire officielle. Aujourd'hui, la vérité éclate enfin au grand jour. Je vous invite à explorer l'un des chapitres les plus émouvants et les moins connus de l'histoire des royautés européennes. 25 février 1885. Dans les appartements luxueux du château de Windsor, sous le regard attentif de la reine Victoria d'Angleterre, une petite fille voit le jour. Son nom complet est Victoria Alice Elizabeth Julia Mary, bien que la postérité se souvienne d'elle simplement comme d'Alice de Battenberg. Dès sa naissance, cet enfant symbolise le lien entre les dynasties les plus influentes du continent. Sa mère, la princesse Victoria de Hesse-du-Rhin. Son père, le prince Louis de Battenberg. Le sang des empereurs et des monarques coule dans ses veines. Tout laisse à penser qu'une vie pleine de privilèges et de splendeur l'attend, mais le destin en a décidé autrement. Les médecins détectèrent ce qui, à l'époque, était considéré comme un malheur pour une personne de son rang. Alicia était née sourde, complètement sourde. À une époque où l'apparence était primordiale, où la perfection physique était exigée des membres de la noblesse, une telle condition aurait pu la condamner à l'isolement. Ses parents auraient pu la cacher, la reléguer au second plan, la confiner dans l'ombre du palais, comme cela se faisait pour tant d'autres nobles handicapés. Mais il n'en fut rien. Dès son plus jeune âge, la petite Alicia fait preuve d'une ténacité extraordinaire. À 8 ans, elle maîtrise la lecture labiale avec une habileté étonnante. Elle observe chaque geste, chaque mouvement, chaque expression. Elle apprend à déchiffrer non seulement les mots, mais aussi les intentions qui s'y cachent. Cette capacité, forgée par la nécessité, deviendra, des décennies plus tard, sa bouée de sauvetage et celle de nombreuses autres personnes, même si cela se produira bien plus tard. La jeune princesse grandit parmi les palais d'Angleterre, d'Allemagne et de la Méditerranée. Elle reçoit l'éducation digne de son rang, langue, histoire, musique qu'elle ne peut entendre, mais perçoit par ses vibrations, protocoles et étiquettes. Elle se meut avec élégance, au bal et aux cérémonies où le silence est son compagnon constant. Elle apprend à sourire au moment précis, à incliner la tête quand il le faut, à habiter un univers sonore qu'elle ne connaîtra jamais. 1903. Alice a 18 ans lorsque sa vie bascule. Lors du couronnement du roi Édouard VII, son regard croise celui d'un jeune officier, une allure militaire impeccable, un regard pénétrant. Il s'agit du prince André de Grèce et de Danemark, fils du roi Georges Ier. Une étincelle jaillit entre eux, une connexion qui transcende les mots qu'elle ne peut entendre. Il est captivé par cette princesse hors du commun, par son intelligence vive, par sa capacité à tout comprendre sans un mot. Leur idylle est brève mais intense. André s'apprend vite à communiquer avec elle, à se positionner de façon à ce qu'Alicia puisse lire sur ses lèvres, à utiliser des gestes expressifs. Il comprend que sa surdité n'est pas un handicap, mais simplement une autre façon de percevoir le monde. Les fiançailles furent officialisées en octobre 1903. Les maisons royales d'Europe célébrèrent cette union, un lien qui renforçait les alliances, entremêlait les lignées et comblait toutes les attentes dynastiques. La cérémonie a lieu à Darmstadt le 6 octobre de la même année. Alicia porte une robe de mariée somptueuse, tandis que les cloches, qu'elle n'entend pas, résonnent dans toute la ville. À peine âgée de 18 ans, elle est persuadée d'avoir trouvé le grand amour. Andrés lui a promis une vie à deux, des aventures en Grèce, une famille. Elle lui fait une confiance absolue. Elle est loin de se douter que, des décennies plus tard, ce même homme la trahira de la manière la plus cruelle qui soit. Les premières années de mariage se déroulent dans un bonheur relatif. Le couple s'installe à Athènes, au palais royal. Alice s'adapte à son nouveau pays avec une facilité remarquable. Elle apprend le grec moderne et classique en lisant sur les lèvres de ses précepteurs. Elle s'immerge dans la culture hellénique, son histoire antique et ses coutumes. Les Grecs l'observent d'abord avec curiosité, une attitude qui se mue rapidement en admiration. Cette princesse étrangère, sourde, s'efforce plus que tout autre noble de comprendre son pays et ses habitants. Les enfants arrivent. D'abord Margarita, en 1905, puis Théodora, Cécilia et Sophia, 4 filles en pleine santé et d'une grande beauté.
Alicia se consacra entièrement à son rôle de mère. Elle passait des heures à les éduquer, à jouer avec elles, à communiquer avec elles autrement que par les mots. Dès leur plus jeune âge, ces filles apprirent à parler distinctement, à se tenir devant leur mère, à l'inclure dans chaque conversation et chaque jeu. Mais Andrés désire un héritier mâle. La pression familiale est constante. Il leur faut un garçon pour perpétuer la lignée, porter le nom de famille et répondre aux attentes dynastiques. Alicia tombe de nouveau enceinte. Le 21 juin 1921, sur la table de la salle à manger du palais de Montrepos à Corfou, naquit leur 5e enfant. C'était un garçon. Ils le prénommèrent Philippe. Ce bébé, né dans des circonstances si peu conventionnelles, deviendrait un jour le duc d'Édimbourg, époux de la reine Élisabeth II d'Angleterre. Mais à cet instant précis, il n'était qu'un enfant parmi d'autres au sein d'une famille royale, sur le point d'affronter son pire cauchemar. 1922. La situation politique en Grèce est un volcan sur le point d'entrer en éruption. Les tensions entre monarchistes et républicains sont à leur comble. La Grèce vient de subir une défaite militaire catastrophique face à la Turquie en Asie mineure. Le peuple exige des comptes. Des foules en colère accusent la famille royale, le commandement militaire et l'aristocratie. Elles réclament justice, vengeance et représailles. Andrés, qui a servi comme commandant durant le conflit, se retrouve au cœur de la tourmente. Il est accusé de trahison, d'incompétence et d'avoir causé la mort de milliers de soldats grecs. Ces accusations sont en partie politiques, en partie fondées sur des faits et en partie motivées par la simple nécessité de trouver un bouc émissaire. Il est arrêté, emprisonné et un procès sommaire est instauré. D'autres officiers ont déjà été exécutés. La peine de mort semble inévitable. Alice assiste impuissante à l'effondrement de sa famille. Mère de 5 jeunes enfants, dont le plus jeune n'a que quelques mois, elle voit son mari menacé d'exécution. La famille royale grecque fuit le pays à bord de navires de guerre britanniques. Elle refuse d'abandonner Andrew. Elle reste en Grèce, tandis que la foule encercle les palais, mobilisant ses relations familiales, son ingéniosité et tous les moyens à sa disposition pour sauver son époux. Elle envoie des messages urgents à toutes les cours européennes. Son frère, Lord Louis Mountbatten, mobilise ses contacts au sein de la Royal Navy. Le roi George V intervient personnellement. La pression diplomatique est immense. Finalement, en décembre 1922, un accord fut trouvé. André serait libéré, mais il ne pourrait plus jamais remettre les pieds en Grèce. Il devait s'exiler immédiatement. Un croiseur britannique, le HMS Calypso, les attendait au port. La famille embarqua avec le peu qu'elle avait pu sauver. Alicia emmena ses 5 enfants, quelques bijoux et des vêtements de première nécessité. Philippe, âgé de seulement 18 mois, voyagea dans un berceau de fortune fabriqué à partir d'une caisse d'orange. Une image qui illustrait parfaitement leur nouvelle réalité. Des palais aux caisses de fruits, des princes et princesses aux réfugiés. Le navire les emmène d'abord à Brindisi, en Italie, puis à Paris. La France devient leur nouveau foyer, bien que le mot « foyer » paraisse bien trop généreux pour décrire leur situation. Ils ne possèdent aucun bien propre. Ils dépendent entièrement de la charité de parents fortunés. Ils vivent dans des maisons empruntées, entourés de meubles appartenant à autrui, soutenus par la pitié et le devoir familial. Pour Alicia, habituée au palais et au service de centaines d'employés, la chute est vertigineuse et douloureuse. Le Paris des années 1920 ne leur apparaît pas comme une terre d'opportunités, mais comme un rappel constant de tout ce qui a été perdu. La famille s'installe à Saint-Cloud, dans une modeste maison que leur prête la princesse Marie Bonaparte, une parente fortunée et psychanalyste amateur. Les pièces paraissent austères, comparées au palais grec. Le personnel est réduit au strict minimum. Le luxe a disparu. Alicia s'efforce de préserver une certaine normalité pour ses enfants. Elle leur enseigne les bonnes manières, comme s'ils étaient encore des princes et des princesses à l'avenir assuré, et non des réfugiés dépendants de la charité. Mais la réalité les rattrape jour après jour. Il n'y a pas d'argent pour une bonne éducation privée, ni pour de nouveaux vêtements quand les leurs sont usés, ni aucune certitude quant à l'avenir. André s'affronte l'exil d'une manière bien différente. Au lieu de se joindre à sa femme pour subvenir aux besoins de la famille, il se replie sur lui-même.
Il se met à voyager sans cesse. Paris, la Côte d'Azur, Monaco. Il prétend chercher des opportunités, des contacts, des moyens de retrouver son rang. Mais la vérité est bien plus sombre. Le prince a découvert les plaisirs d'une vie sans responsabilité. Les casinos deviennent son second foyer. Cartes, roulettes, jeux d'argent le consumant. Il perd des sommes que la famille ne peut se permettre de perdre. Quand il ne joue pas, il est avec d'autres femmes. Ses maîtresses vont et viennent. Il ne prend même plus la peine de cacher ses infidélités. L'humiliation d'Alicia est connue de tous dans les cercles aristocratiques européens. Les filles aînées commencent à se marier, cherchant à échapper à la pauvreté et au regard de leur famille. Margarita épouse un prince allemand. Théodora fait de même. Cécilia suit. L'une après l'autre, elles quittent la petite maison de Saint-Cloud. Alicia les regarde partir, partagée entre le soulagement de les savoir en sécurité et la douleur de perdre ses filles, de les voir se disperser à travers l'Europe, d'assister à la désintégration de la famille qu'elle avait fondée. Felipe, son fils unique, est envoyé en Angleterre pour y poursuivre ses études. Il a à peine 9 ans lorsqu'il est séparé de sa mère. Cette décision ne vient pas d'Alicia, mais de la famille britannique qui prend en charge les frais et, de ce fait, dicte les conditions. Ils expliquent que le garçon a besoin d'une véritable éducation anglaise, qu'il doit se préparer à un avenir en Angleterre et non en Grèce, qu'il est préférable de l'éloigner de l'influence d'un père défaillant et d'une mère de plus en plus instable. 1930, Alicia a 45 ans et sa vie est devenue un véritable cauchemar dont elle ne voit pas d'issue. Andrés l'a pratiquement abandonné. Il vit désormais à Monaco avec sa maîtresse, une certaine André Lafayette. Il ne se donne même plus la peine de faire semblant. Il envoie de l'argent sporadiquement, quand il lui reste quelque chose après ses pertes au casino. Mais sa présence physique a complètement disparu de la vie d'Alicia. Ses filles sont mariées et vivent entre l'Allemagne et l'Italie. Felipe reste dans un internat britannique où il passe même ses vacances, faute de foyer stable où rentrer. Alicia se retrouve seule à Paris, sans ressources, sans famille proche, sans but précis. La solitude et l'abandon commencent à peser sur sa santé mentale. Elle commence à décrire ce qu'elle appelle elle-même des révélations religieuses. Elle a des visions, entend des messages divins, chose particulièrement frappante pour quelqu'un qui n'a jamais pu percevoir les sons terrestres. Elle en vient à croire que Jésus-Christ et les saints communiquent directement avec elle. Elle développe la conviction qu'elle possède des dons de guérison, qu'elle peut soigner les malades par l'imposition des mains. Ses lettres à sa famille sont remplies de références mystiques, de projets de fondation d'ordre religieux et de certitudes quant à sa destinée spirituelle. La famille observe ces changements avec une inquiétude croissante. Les lettres d'Alicia semblent de plus en plus déconnectées de la réalité. Elle parle de complots, de persécutions et de messages codés dans la presse. Elle prétend être amoureuse d'un homme marié qu'elle n'a jamais rencontré. Ses pensées passent d'un sujet à l'autre sans lien apparent. Pour l'aristocratie européenne des années 1930, habituée à réprimer toute émotion et à faire preuve d'une maîtrise de soi inflexible, le comportement d'Alicia est inacceptable, voire alarmant. Andrés prend alors une décision. Il ne consulte pas Alicia, ne lui demande pas son avis, ne la prévient même pas. Il agit, tout simplement. Il contacte les psychiatres les plus réputés d'Europe, ne cherchant pas d'aide pour sa femme, mais une solution au problème qu'elle représente. Un moyen de la faire disparaître sans le scandale d'un divorce, une manière socialement acceptable de se débarrasser d'une femme devenue un fardeau. Le 2 mai 1930, Alicia fut piégée et admise au sanatorium Bellevue de Kreuzlingen, en Suisse. On lui fit croire qu'il s'agissait d'un rendez-vous médical de routine. On ne l'informa pas qu'elle n'en sortirait jamais. Elle n'eut pas le droit d'emporter d'effets personnels. Elle n'eut pas la possibilité de dire au revoir à qui que ce soit. Elle fut simplement enfermée. Les portes se refermèrent derrière elle, la clé tourna dans la serrure, et sa liberté s'évanouit en un instant. Le diagnostic officiel est celui de schizophrénie paranoïde. Les médecins affirment qu'elle représente un danger pour elle-même, et peut-être aussi pour autrui. Ils prétendent que ces délires religieux témoignent d'une grave maladie mentale nécessitant un traitement immédiat et prolongé. Personne n'envisage qu'une femme sourde, abandonnée par son mari, séparée de ses enfants, sans ressources ni but dans la vie, puisse simplement traverser une crise émotionnelle compréhensible.
Personne n'envisage que l'isolement et la trahison aient pu la briser. Il est plus facile de la déclarer folle. L'asile de Bellevue n'est pas un hôpital, c'est une prison déguisée en établissement médical. Les fenêtres sont grillagées, les portes verrouillées. Les patients n'ont aucune liberté de mouvement, ni le droit de partir. Alicia se retrouve entourée de personnes atteintes de graves troubles mentaux, criant dans des langues qu'elle ne comprend pas, plongée dans un chaos silencieux, mais palpable. Les traitements de l'époque étaient primitifs et impitoyables. La santé mentale était alors mal comprise. Les médecins expérimentaient des théories sans fondement scientifique, testant différentes méthodes sur les patients, comme s'il s'agissait d'animaux de laboratoire. Alicia devint un cobaye de plus. Ernst Simmel, l'un des psychiatres responsables, avait une théorie particulière concernant son cas. Il pensait que ses troubles avaient une origine sexuelle, que sa névrose découlait de désirs refoulés et de conflits non résolus liés à sa sexualité. Sur la base de cette prémisse totalement infondée, il conçut un traitement aussi absurde que terrifiant. Simmel consulta Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, qui exerçait alors une influence considérable dans les milieux psychiatriques européens. Freud, sans avoir rencontré Alicia personnellement, sans avoir analysé en profondeur son histoire, sans tenir compte des circonstances réelles de sa vie, formula sa recommandation. Il suggéra que le problème résidait dans sa libido et proposa une solution radicale et définitive. En mai 1930, Alicia subit une intervention sans consentement éclairé. Les médecins pratiquèrent une irradiation ovarienne, une procédure utilisant les rayons X pour détruire ses ovaires, dans le but d'éliminer un désir sexuel qu'ils croyaient, à tort, être à l'origine de sa maladie mentale. L'intervention la rendit stérile à vie et provoqua une ménopause artificielle immédiate. Son corps fut mutilé sur la base de théories pseudo-scientifiques et d'une misogynie médicale institutionnalisée. Alicia ne peut donner un consentement éclairé car elle ne comprend pas pleinement ce qu'on lui fait ni pourquoi. Sa surdité entrave la communication. Sa fragilité émotionnelle la rend vulnérable à la manipulation. Les médecins profitent de sa situation. Ils l'assurent que c'est pour son bien, que cela la guérira, qu'elle pourra bientôt rentrer chez elle. Que des mensonges. Le traitement, bien sûr, est inefficace. L'état d'Alicia ne s'améliore pas, car elle n'a jamais été malade, comme les médecins l'avaient supposé. Sa crise était d'ordre émotionnel et conjoncturel, non biologique. Mais à présent, en plus d'être enfermée et abandonnée, elle a été mutilée physiquement. Son corps a été violé par la médecine de l'époque, et le pire, c'est que personne ne considère cela comme un crime. Il s'agit simplement de médecine moderne appliquée à une femme hystérique. Alors qu'Alicia reste internée en Suisse, sa famille continue de vivre comme si elle n'existait pas. Andrés ne lui rend pas visite une seule fois durant les plus de 2 années de son internement. Il ne lui écrit pas, ne s'enquiert pas de son état, ne manifeste pas le moindre intérêt pour son bien-être. Pour lui, l'affaire est réglée. Sa femme encombrante a été opportunément écartée et il peut désormais vivre librement avec sa maîtresse sans être importuné par une femme mentalement instable, susceptible de nuire à sa réputation. Les filles mariées sont également absentes. Elles sont absorbées par leur famille, leurs problèmes, leur nouvelle vie en Allemagne. Peut-être ont-elles honte de voir leur mère internée. Peut-être craignent-elles que la folie soit héréditaire et qu'une visite ne ternisse leur propre image. Peut-être, tout simplement, ne savent-elles pas quoi dire, ni comment se comporter. Quelle qu'en soit la raison, Alicia endure son internement dans une solitude absolue. Philippe, qui n'avait que 11 ans lorsque sa mère fut emprisonnée, étudia en Angleterre sous la tutelle de sa tante et de son oncle britannique. On lui disait que sa mère était malade, qu'elle avait besoin de repos et qu'il devait se concentrer sur ses études. Il n'était pas autorisé à lui rendre visite et la situation ne lui fut pas expliquée franchement. Le garçon apprit très tôt à ne pas poser de questions, à réprimer ses émotions et à ériger des barrières qui, des décennies plus tard, définiraient son image publique en tant que duc d'Édimbourg. À l'intérieur du sanatorium, Alicia prend peu à peu conscience de l'horrible vérité. Elle n'est pas là pour un court traitement et pour rentrer chez elle, mais parce que sa famille l'a abandonnée. Personne ne viendra la secourir. Personne ne se battra pour sa libération. Elle a été enterrée vivante dans un établissement suisse et tous s'attendent à ce qu'elle y reste à jamais. Cette révélation aurait pu la détruire.
nombre de patients dans sa situation baissent les bras et sombrent encore plus profondément dans le trouble bien réel causé par le traumatisme d'un internement injuste. Mais Alicia fait une fois de plus preuve de la force de caractère extraordinaire qui la caractérise depuis son enfance, marquée par la surdité. Elle décide que si personne ne la sauve, elle devra se sauver elle-même. Elle commence à se comporter exactement comme les médecins l'attendent d'une patiente guérie. Elle cesse de parler de vision religieuse, renonce à ses prétentions de dons de guérison, participe docilement aux thérapies et suit scrupuleusement toutes les règles. Elle devient le modèle parfait de la patiente coopérative et apparemment guérie. C'est un acte de survie magistral. Elle ment, manipule le système, prétend être quelqu'un d'autre, mais c'est sa seule chance de s'en sortir. 2 années entières, c'est la durée de l'internement d'Alicia au sanatorium de Bellevue. 730 jours d'une captivité injuste, des milliers d'heures passées à contempler le monde extérieur à travers des barreaux, sachant que personne ne viendrait la chercher. Mais sa stratégie finit par porter ses fruits. Convaincus de la réussite du traitement, les médecins autorisèrent sa libération en 1932. Alicia quitte le sanatorium la même année, mais la femme qui franchit ses portes n'est plus celle qui y était enfermée 2 ans plus tôt. La captivité, la trahison et les mauvais traitements ont laissé des cicatrices invisibles, mais profondes. Elle a tiré de dures leçons sur la famille, la loyauté, le pouvoir et la vulnérabilité. Elle a découvert que même les princesses peuvent être abandonnées lorsqu'elles deviennent un fardeau. Elle ne retourne pas auprès d'Andrés. Leur relation est terminée, et ils le savent tous les deux. Il poursuit sa vie à Monaco avec sa maîtresse. Elle refuse de revenir à une situation où elle a été si profondément trahie. Elle s'installe alors en Allemagne, près de ses filles mariées. Mais l'Allemagne de 1932 est un pays au bord du gouffre. Adolf Hitler et le parti nazi gagnent rapidement en puissance. Les rues sont le théâtre de violences politiques et l'antisémitisme se fait de plus en plus manifeste et agressif. Alicia observe ces changements avec une horreur grandissante. Sa surdité la protège du bombardement incessant de propagande nazie à la radio, mais elle ne peut ignorer ce que ses yeux voient. Des troupes qui défilent, des drapeaux à croix gammée, des commerces juifs signalés, des violences dans les rues. Elle sent qu'un malheur approche. Ses gendres allemands, époux de ses filles, adhèrent au parti nazi. Ce ne sont pas forcément des fanatiques idéologiques, mais des aristocrates pragmatiques qui comprennent que l'adhésion au parti est indispensable pour conserver leur position et leurs biens dans la nouvelle Allemagne. Ils portent des uniformes à croix gammée, assistent au rassemblement du parti et font le salut nazi. Alicia participe au dîner de famille où l'on discute de politique nazie comme si c'était parfaitement normal et acceptable. La situation lui devient insupportable. Elle ne peut rester dans un pays qui prône une idéologie qu'elle trouve moralement répugnante. De plus, sa présence perturbe ses filles, tiraillées entre leur loyauté envers leur mère et la nécessité de s'intégrer à la société nazie. Alicia décide de partir. Si elle n'a plus sa place, ni auprès de son mari, ni auprès de ses filles, elle retournera au seul endroit où elle se soit jamais sentie chez elle. 1938. Alicia retourne en Grèce. Officiellement, il est toujours illégal pour la famille royale d'y résider après son exil, mais les restrictions se sont assouplies au fil des ans. Elle s'installe à Athènes, dans un modeste appartement, seule. Âgée de 53 ans, sans ressources ni mari, ses enfants sont dispersés à travers l'Europe. Mais, pour la première fois depuis près de 10 ans, elle retrouve ce qui lui avait tant manqué, la liberté. Athènes lui offre un nouveau départ. La ville qu'elle a connue jeune princesse a changé, mais elle conserve quelque chose de familier. Le grec qu'elle a appris des décennies plus tôt, en lisant sur les lèvres, lui revient naturellement. Elle entreprend de reconstruire sa vie, petit à petit. C'est un processus lent et ardu. Elle doit apprendre à survivre avec des ressources très limitées, s'habituer à la solitude, trouver un sens à sa vie dans un monde qui semble ne pas lui laisser de place. Septembre 1939. Le monde se précipite vers la guerre. Hitler envahit la Pologne. La France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. L'Europe est déchirée par les camps opposés, et Alicia se retrouve prise dans un dilemme insoluble. Ses filles sont mariées à des Allemands, dont certains sont officiers nazis. Son fils Philippe sert dans la Royal Navy britannique et combat l'Allemagne.
Sa famille élargie est divisée entre les deux camps. La Grèce tente d'abord de rester neutre, mais la neutralité s'avère impossible. En octobre 1940, l'Italie envahit la Grèce depuis l'Albanie. Les Grecs opposèrent une résistance farouche. Depuis son appartement à Athènes, Alicia observa sa ville d'adoption se mobiliser pour la guerre, les jeunes hommes partirent au front, les femmes organisèrent des groupes de soutien civil, et la ville se prépara au pire. Les Grecs repoussèrent d'abord l'invasion italienne, mais la riposte allemande s'avéra inévitable. En avril 1941, les troupes allemandes franchirent la frontière nord. Cette fois, aucune résistance efficace ne fut possible. L'armée grecque, épuisée après des mois de combats contre l'Italie, ne put arrêter la machine de guerre nazie. Athènes tomba, et l'occupation commença. Pour Alicia, l'occupation allemande est une situation surréaliste et douloureuse. Les soldats qui patrouillent dans les rues sont des compatriotes de ses gendres, peut-être même des connaissances de ses filles. Si elle le voulait, elle pourrait se servir de ses liens familiaux avec le régime nazi pour obtenir des privilèges, une protection, un accès à la nourriture et aux ressources. Nombreux sont ceux qui, à sa place, l'auraient fait sans hésiter. Elle refuse catégoriquement. À l'inverse, Alicia accomplit un acte extraordinaire. Elle fonde une œuvre de charité pour venir en aide aux Grecs les plus vulnérables. Dans une ville où la faim se propage rapidement, où des milliers de personnes meurent de faim dans les rues, elle organise des soupes populaires, collecte des fonds auprès des quelques aristocrates grecs encore en vie, convainc les institutions religieuses de collaborer et supervise personnellement la distribution de nourriture et de médicaments. Elle ne fait aucune distinction parmi les personnes dans le besoin. Elle aide les orthodoxes, les catholiques et les musulmans. Elle aide les communistes, les monarchistes et les républicains. Les appartenances politiques ou religieuses n'ont aucune importance pour elle. Elle ne voit que des êtres humains souffrants et fait tout son possible pour soulager leurs souffrances. C'est un travail épuisant, risqué et souvent frustrant. Les ressources sont toujours insuffisantes. Pour chaque personne qu'elle parvient à aider, il y en a 10 autres qu'elle ne peut atteindre. Mais c'est précisément ce travail humanitaire qui la prépare à ce qui l'attend. Sa réputation de femme compatissante et discrète se répand dans toute Athènes. On apprend qu'on peut lui faire confiance, qu'elle gardera le silence, qu'elle ne juge pas, qu'elle aide sans poser de questions. Cette réputation, forgée jour après jour pendant les années d'occupation, la placera bientôt face à la décision la plus importante et la plus dangereuse de toute sa vie. 1943. L'occupation allemande de la Grèce entre dans sa phase la plus sombre et la plus brutale. Les nazis entament la déportation systématique des Juifs grecs. D'abord à Thessalonique, où l'une des communautés juives les plus anciennes et les plus dynamiques d'Europe est anéantie en quelques mois. 50 000 personnes sont envoyées à Auschwitz, et moins de 2000 survivront. La communauté juive d'Athènes assiste avec effroi à ce qui se passe dans le Nord. Elle sait que son tour viendra. Des listes sont déjà dressées, des identités sont marquées, et des biens sont inventoriés en vue de leur confiscation. Ce n'est qu'une question de temps avant que les trains ne commencent à partir d'Athènes pour les camps d'extermination en Pologne. Certaines familles juives refusent d'attendre passivement leur sort. Elles cherchent des cachettes, tentent d'obtenir de faux papiers et cherchent des chrétiens prêts à les héberger. Mais chacune de ces options exige des ressources, des contacts et une bonne dose de chance. La plupart des Grecs ont trop peur d'offrir leur aide. Les nazis ont clairement fait savoir que quiconque cacherait des Juifs serait exécuté avec toute sa famille. Au milieu de ce climat de terreur absolue, on frappe à la porte de l'appartement d'Alicia. C'est Aimaki Cohen, un Juif d'âge mûr, membre éminent de la communauté juive d'Athènes. Son visage exprime un désespoir profond. Il est venu lui demander quelque chose qui pourrait lui coûter la vie, cacher sa famille. Cohen connaît Alicia grâce à son engagement caritatif. Il a été témoin de sa compassion à l'œuvre. Il sait qu'elle est une femme de principe, mais il sait aussi qu'il lui demande l'impossible, risquer sa vie, défier les nazis, commettre un acte de résistance qui pourrait la conduire tout droit au peloton d'exécution si elle est découverte. Et pour couronner le tout, ses propres filles sont mariées à des Allemands nazis. Alicia n'hésite pas un instant. Elle accepte immédiatement. Elle demande à Cohen d'amener sa famille dès le soir même. Elle ne discute pas, ne demande pas de temps de réflexion, ne mentionne pas les risques évidents, elle dit simplement oui. Cette femme,
emprisonnée, trahie, abandonnée et oubliée, se relève pour faire ce que sa propre famille n'a jamais fait pour elle, agir avec une humanité et un courage authentique. Cohen arrive avec sa femme Rachel et leurs 5 enfants. Alicia les accueille dans son modeste 3 pièces de la rue Patisson à Athènes. L'espace est limité, les ressources rares. Chaque bouche supplémentaire à nourrir représente un défi de taille dans une ville où la nourriture est difficile à trouver. Mais elle leur fait une place. Cacher une famille juive de 8 personnes dans un petit appartement au cœur d'Athènes, occupé par les nazis, ne se résume pas à fermer les portes et à espérer passer inaperçu. C'est un exercice d'équilibriste permanent entre la vie et la mort. Chaque jour apporte son lot de dangers. Le moindre bruit inattendu pourrait être fatal. La famille Cohen ne peut ni sortir, ni sortir. Elle ne peut même pas s'approcher des fenêtres, de peur qu'un voisin curieux ne les aperçoive et ne les dénonce. Les mois passent, confinés dans les pièces du fond de l'appartement. Les enfants apprennent à jouer dans un silence absolu. Ils ne peuvent ni courir, ni crier, ni être des enfants. Alicia assume l'entière responsabilité de leur survie. Chaque jour, elle sort faire des courses avec ses maigres rations. Elle doit faire ses achats dans différents magasins pour ne pas éveiller les soupçons quant à la raison pour laquelle elle a besoin de plus de nourriture qu'une seule personne ne pourrait en consommer. Elle doit inventer des excuses, mentir avec conviction et se comporter comme si de rien n'était. Sa surdité, source de tant d'épreuves dans sa vie, devient à présent un atout inattendu. Les officiers allemands, qui l'arrêtent parfois au point de contrôle, lui parlent en allemand. Elle les regarde d'un air absent, montre ses oreilles, leur faisant comprendre qu'elle est sourde. Nombre d'entre eux la laissent passer, la prenant pour une vieille femme inoffensive. Ils ignorent tout de la présence de cette princesse sourde qui cache des Juifs à quelques rues de là. Mais le plus grand danger ne vient pas d'étrangers, mais de sa propre famille. En novembre 1943, sa fille Cécilia, mariée à un officier nazi, meurt dans un accident d'avion en Belgique. Toute la famille doit se réunir en Allemagne pour les funérailles. Alicia entreprend le voyage. C'est un moment surréaliste et terrifiant. Elle pleure sa fille entourée d'uniformes nazis, de drapeaux à croix gammée, de tout l'appareil du régime qui tente d'exterminer la famille réfugiée dans son appartement. Pendant les funérailles, ses gendres allemands lui suggèrent de rester en Allemagne. Ils l'assurent qu'Athènes est dangereuse, que la guerre s'aggrave, qu'elle serait plus en sécurité chez eux. Ils ignorent l'ironie de leurs paroles, ils ne savent pas qu'elle prend le plus grand risque de sa vie, précisément pour lutter contre ce qu'ils représentent. Alicia décline poliment leurs propositions et retourne à Athènes au plus vite. La famille Cohen a besoin d'elle. Les mois s'étirent en plus d'une année. Chaque jour passé sans être découvert est un miracle. Chaque nuit, sans que la Gestapo ne frappe à la porte, est une petite victoire. Alicia met au point des systèmes complexes. Des codes de communication, des plans d'évasion en cas de descente, des cachettes alternatives pour les Cohen si les Allemands perquisitionnent l'appartement. Elle ne baisse jamais sa garde, ne tient jamais sa sécurité pour acquise. Octobre 1944. Les troupes allemandes entament leur retrait de Grèce. L'armée rouge soviétique progresse depuis l'Est, les Alliés pressent leur offensive depuis l'Italie. Les nazis, conscients de la situation désespérée en Grèce, lancent une évacuation chaotique et brutale. Ils détruisent tout ce qu'ils ne peuvent emporter, exécutent les prisonniers, brûlent les archives et tentent d'effacer les preuves de leurs crimes. Pour la famille Cohen, réfugiée dans l'appartement d'Alicia, ces semaines sont les plus dangereuses. Les troupes nazies en retraite sont imprévisibles et violentes, et des patrouilles fouillent les maisons au hasard, à la recherche de partisans, d'armes, de tout ce qui pourrait les atteindre. Une perquisition chez Alicia signifierait la mort instantanée pour tous. Mais elle garde son calme. Après avoir survécu pendant plus d'1 an, elle refuse de laisser le danger les rattraper, maintenant que la libération est si proche. 12 octobre 1944. Les derniers soldats allemands quittent Athènes. Les forces britanniques et grecques entrent dans la ville. La foule envahit les rues pour célébrer l'événement. Les drapeaux nazis sont arrachés et brûlés. L'occupation est terminée après plus de 3 années d'horreur. Alicia ouvre la porte de l'appartement et annonce à la famille Cohen qu'ils peuvent partir. Ils sont sains et saufs. Ils ont survécu. Les 8 membres de la famille Cohen sont en vie grâce à elle, à un moment historique où 6 millions de Juifs ont été assassinés pendant l'Holocauste,
où des familles entières ont été anéanties. Elle a sauvé 8 personnes. Cela peut paraître peu de choses face à l'ampleur du génocide. Mais pour ces 8 personnes et leurs descendants, cela représente tout. La famille Cohen tente de lui témoigner sa gratitude, souhaitant la récompenser d'une manière ou d'une autre. Mais Alicia refuse tout paiement ou toute reconnaissance. Elle leur explique qu'elle a simplement fait ce que toute personne digne de ce nom aurait fait. Elle ne recherche ni la notoriété, ni la publicité, ni n'aspire à être considérée comme une héroïne. Pour elle, protéger les Cohen n'était pas un acte d'héroïsme, mais un acte d'humanité fondamentale. Cette humilité absolue marquera son lien avec ce sauvetage pour le restant de sa vie. Elle n'en parle jamais publiquement, ne l'utilise pas pour se mettre en valeur, n'écrit pas de mémoire à ce sujet, ne donne aucune interview. Le monde ne connaîtra toute l'histoire que des décennies plus tard, lorsque les Cohen survivants la raconteront enfin. Mais une Grèce libérée n'est pas synonyme de Grèce pacifique. Presque aussitôt après le retrait allemand, le pays sombra dans une guerre civile brutale. Les communistes, qui avaient combattu comme partisans contre les nazis, cherchaient désormais à s'emparer du pouvoir. Les monarchistes et les anticommunistes, soutenus par les Britanniques, luttaient pour l'en empêcher. Athènes devint un champ de bataille urbain. Les rues résonnaient de coups de feu, les bombes explosaient et la violence était omniprésente. Décembre 1944, Athènes est plongée dans le chaos. Les forces communistes et gouvernementales s'affrontent dans les rues. Les civils sont pris entre deux feux. Alicia se retrouve une fois de plus au cœur d'un conflit qu'elle n'a pas choisi, mais dont elle ne peut s'échapper. Son appartement se situe dans une zone de violents combats. Les obus s'abattent sur les immeubles voisins, les tirs crépitent sans cesse, même si elle ne les entend pas. Une fois de plus, Alicia transforme son appartement en refuge. Cette fois, non pas pour les Juifs persécutés, mais pour quiconque cherche à fuir la violence des rues. Voisins, inconnus, familles entières y trouvent refuge. Elle partage ses maigres provisions, soigne les blessures et réconforte les enfants terrorisés. Elle est devenue une figure maternelle pour des dizaines de personnes sans abri. La guerre civile grecque s'est prolongée jusqu'en 1949. 5 années de violences brutales qui ont dévasté le pays. Des villages entiers ont été détruits, des centaines de milliers de personnes ont péri et l'économie s'est effondrée. Finalement, les communistes ont été vaincus et la Grèce, épuisée et ruinée, a connu une paix fragile sous un gouvernement monarchique soutenu par les États-Unis. Au cœur de cette période de transition, Alicia prend une décision qui surprend tous ceux qui la connaissent. Elle décide de devenir religieuse, non pas en rejoignant un ordre existant, mais en fondant le sien. Elle crée la congrégation chrétienne de Marthe et Marie, vouée à l'assistance aux malades et aux nécessiteux. Elle dessine elle-même l'habit qu'elle portera, une simple robe grise et un voile blanc. Cette décision n'est pas le fruit du hasard, elle est l'aboutissement d'un cheminement spirituel entamé il y a des décennies, durant ces années les plus sombres. Ces visions religieuses, que ces médecins avaient diagnostiquées comme de la folie, trouvent désormais une expression concrète et constructive. Alicia a enfin trouvé un sens à sa vie, une identité, une place dans le monde qui lui est propre, affranchie de ses relations avec les hommes et les familles royales. Elle porte son habit tous les jours. Elle vit dans la pauvreté, une situation qui, compte tenu de ses ressources limitées, n'est pas entièrement volontaire. Elle passe ses journées à visiter des hôpitaux, des orphelinats et des quartiers défavorisés. Elle utilise ses derniers bijoux pour financer ses œuvres caritatives. Elle vend même son alliance, symbole d'un mariage qui, depuis longtemps, n'a plus aucun sens.